m'était jamais venu à l'idée, pendant ma pause déj, de bosser YouTube. Ça m'était jamais venu. En fait, du coup, tu gagnes du temps. Quand tu rentres chez toi, il y a madame, il y a truc, etc. Tu peux pas faire ce que tu veux. Le mec, il est en prison. On est dans la jungle, en fait. Il y a les grosses têtes qui sont au-dessus du panier. Et en dessous, t'as la jungle. Et sur mes 10 premières vidéos, dans les commentaires, c'est que des « Ouais, ton son, il est pas bon !» C'est vrai qu'aujourd'hui, YouTube, la concurrence, elle est dingue. Aujourd'hui, allumer sa caméra et parler de foot d'un match, c'est plus suffisant. Je t'avais dit de donner des secrets, pas nos secrets à nous. Ouais, là, tu viens de... Ah ouais. Non, mais après... Aujourd'hui, nouvel épisode du podcast. On a la chance d'accueillir French Premier League. Il a littéralement explosé en l'espace de 2 ans sur YouTube. Au-delà d'une audience, la particularité de French Premier League, c'est qu'il a su créer une communauté fidèle et engagée autour d'une même passion, la Premier League. Dans cet épisode, on va revenir sur son parcours, ses défis, les problématiques qu'il a pu rencontrer et évidemment les secrets de sa réussite. Mais ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est que French Premier League et moi avons grandi ensemble dans cette aventure YouTube. On a démarré en même temps il y a 2 ans et on a grandi ensemble, gravi les échelons grâce à un groupe d'entraide avec 2-3 autres YouTubeurs. Ce groupe nous a permis d'évoluer chacun dans nos chaînes et de nous pousser tous vers le haut, nous aider dans les moments de doute quand on avait des questions sur des titres, des miniatures, sur des prix pour des partenariats, plein de choses. Et donc, si vous avez envie de percer sur YouTube, de ne plus rester seul et d'être entouré d'autres créateurs de contenu qui partagent les mêmes problématiques que vous et surtout la même passion que vous et le même objectif commun, n'hésitez pas à aller en description et rejoindre le groupe de créateurs. Bienvenue dans le nouvel épisode de Créateurs de succès. Aujourd'hui, on accueille French Premier League, anciennement Football is Blue pour les anciens. Comment vas-tu, French PL ? Ben, ça va super. Franchement, très heureux d'être avec vous aujourd'hui, les gars. Le concept, il est top. La chaîne, elle est prometteuse. Donc, je suis très content de faire partie d'un gros casting que vous avez vu jusqu'à présent. Franchement, là, j'arrive tout petit, mais ça fait très, très plaisir. En plus, on se connaît et tout. Donc, franchement, merci beaucoup pour l'invite, en tout cas. Ça apporte de la diversité au moins. Il y aura un parcours différent, une expertise différente. Donc, c'est cool. C'est ça. Mais oui, aussi pas déconnecter les gens, parce que souvent, les gens qui viennent de commencer, ils voient un mec à 300 000 abonnés, ils disent j'ai rien en commun. Là, t'as un truc plus proche où il y a quelques années, t'en avais pas autant et t'as eu une ascension qui a été assez rapide. Donc, je pense que t'as un stade où les gens ils peuvent peut-être plus s'identifier. Du coup, la première question que je voulais te poser, c'est pourquoi quelqu'un devrait se lancer sur YouTube en 2024 alors qu'il y a encore de plus en plus de concurrence? Est-ce que t'es optimiste pour l'avenir? Pourquoi quelqu'un devrait se lancer selon toi? Ah, tu mets les pieds dans le plat direct, hein. Franchement, en fait, limite, c'est la question la plus importante de la vidéo, je pense. Parce que comme l'a dit Rico, par rapport à mon niveau, on est dans la jungle, en fait. Il y a les grosses têtes qui sont au-dessus du panier, et en dessous, t'as la jungle. Et moi, je viens de la jungle, tu vois. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, YouTube, la concurrence, elle est dingue. Genre, c'est trop. Franchement, c'est trop. Mais c'est ça qui est beau aussi. Parce que même moi ou Rico, voilà, on s'est vraiment lancé sur YouTube il y a 2 ans à peu près. Il y a un peu plus de 2 ans. Et bon, c'est vrai qu'on a fait notre place. Comme aujourd'hui, des gens arrivent et font leur place. Donc ça, c'est ouvert à tous. Et ça, c'est vraiment un truc que je kiffe chez YouTube. N'importe qui peut percer, entre guillemets. Et aujourd'hui, sur YouTube, c'est très compliqué. Alors évidemment, les gens qui veulent se lancer, mais lancez-vous. Enfin, je veux dire, c'est que du kiff. En vérité, ici, on le sait, YouTube, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et s'il n'y a pas de passion, tu tiens pas de toute façon. C'est mort. Parce que les revenus, c'est pas comme si on gagnait des milliers, des cents. Et voilà. Donc, il y a une grosse part de passion. Et si vous êtes passionné par le sujet, peu importe si vous êtes dans le sport ou, je sais pas, dans la cuisine ou quoi, il faut vraiment être passionné. Et s'il y a ça, tu vas faire ton trou, tu vas passer du bon temps, entre guillemets. Tu vas passer du bon temps et ça, c'est le principal. Maintenant, pour les gens ambitieux, pour les gens qui veulent se dire qu'ils veulent percer, etc., tu vois, on avait l'épisode précédent de Thomas Chronique Foot, où il parlait de l'Eldorado de YouTube. Tu sais que ça m'a tellement parlé, ça. Et même, de toute façon, même CM Football le disait. On a cette période, pour moi, jusqu'au confinement,
même le deuxième confinement, on va dire, où tu pouvais te lancer sur YouTube et percer très très vite. Depuis 2022, l'année où j'ai lancé ma chaîne, hein, clairement, waouh, la vie a repris son cours. C'est vrai que il y a énormément de gens qui se lancent, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette anecdote, moi, c'est quoi? C'est vraiment il y a 2 jours. On est mardi, il y a 2 jours. Donc week-end de PL où t'as donc Chelsea qui a joué et t'as ce choc également Arsenal City. Le nombre de débriefs que YouTube m'a proposé, mais de débriefs francophones. Le nombre de débriefs francophones qu'on m'a proposé pour le match de Chelsea, c'est incroyable, les gars. Après, je sais pas si ça fait grosse tête ou quoi, si ça fait le mec qui se la raconte, mais quand je suis arrivé sur YouTube, je me suis lancé sur YouTube, pourquoi? C'est aussi une des questions peut-être que tu vas me poser par la suite, je sais pas, mais pourquoi je me suis lancé sur YouTube? C'est parce que moi, je suis fan de Chelsea, et sur YouTube, si t'es francophone, il y avait nada. Et quand je me suis lancé, il y avait rien du tout. Tu vois la débrief Chelsea francophone, il y avait rien, frère. Donc, je me lance, parce que moi, j'ai envie de parler de mon club et tout, etc. Je me lance, je fais mon truc. Il y avait que les Anglais, en fait. Si tu parlais pas anglais, c'est mort pour toi. Et aujourd'hui, tu veux un débrief de Chelsea en français, t'as une quinzaine de youtubeurs qui le font régulièrement. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique parce qu'aujourd'hui, les fans de Chelsea, ils sont refaits, tu vois. Donc, et plus globalement, même les autres clubs. Hein. On voit maintenant Liverpool, y a Randy avec Arsenal. Moi, je suis même tombé là sur le Milan AC, sur l'Inter aussi. J'ai halluciné. Ouais. Je pensais pas qu'il y avait. Et il y a la Roma, il y a la Juve. Enfin, maintenant, et il y en a plusieurs du coup. Donc, il y en a de plus en plus, clairement. Je sais pas pourquoi tous les deux vous êtes contents. Moi, je suis un semblard. Je suis pas du tout content de cette histoire. En fait, c'est compréhensible. Hein. C'est compréhensible dans le sens où, en tant que créateur de contenu, donc là, j'ai dit la vibes viewer, on est content. Mais on est aussi, nous, on est des créateurs de contenu avant tout, sur YouTube. Et j'ai envie de dire, ça fait chier. Oui et non. Parce que comme j'ai dit, faut être humble aussi et se dire que voilà, nous aussi, on est arrivé dans ce truc et on a fait notre trou parce que on a pu nous faire notre place, tu vois. Mais il y avait de la place pour nous, quoi. Donc, aujourd'hui, oui, peut-être que nos vues sont un peu à droite, à gauche, parce qu'il y a beaucoup de créateurs, et forcément, quelqu'un qui est tombé sur un débrief avant toi va pas regarder le tien, alors qu'il aurait regardé le tien s'il avait pas vu celui d'avant. Donc ça, c'est réel. Mais quelque part, c'est pas plus mal, et encore une fois, c'est le viewer qui bénéficie de tout ça, hein, c'est que, du coup, qui dit concurrence, c'est comme dans le football, hein, qui dit concurrence dit effort, derrière pour te démarquer. Et aujourd'hui, c'est clair que, tu vois, un mec comme Stan. Après, Stan, il a quand même son truc. Stan, lui, si tu veux un débrief de football avec de l'humour, ça, c'est Stan. C'est Stan qui va te donner ça. Si tu veux un débrief purement analyse et tout, tu parles foot, tu vas voir Willou, par exemple. Et c'est vrai que donc ça, c'est les grosses têtes. Et dans les autres, il faut te démarquer. Tu n'as pas le choix. Soit tu apportes de l'humour, soit tu apportes de l'analyse statistique, soit tu apportes ce que tu veux, mais il faut apporter un truc. Aujourd'hui, allumer sa caméra et parler de foot d'un match, c'est plus suffisant. Et moi, je vois ça en abonné personnellement parce que j'aime améliorer perso. Et s'il n'y avait pas autant de concurrence, je ferais pas autant d'efforts que je ferais là dans mes débriefs. Là, j'ai refait tous mes visuels, tout. On dirait que je suis dans l'espace, on dirait dans mon débrief. On dirait que je suis dans l'espace. Mais sérieusement. Et ça, je l'aurais pas fait parce que j'ai vu que là, tous les week-ends, t'as 10, 12 débriefs de Chelsea en francophone. Donc, faut se démarquer. Ça me fait penser à celui que j'ai vu là qui débriefe Liverpool, qui a fait 3-4 vidéos. Déjà, tu vois qu'il y avait clairement une demande parce que en 4-5 vidéos, il est arrivé à plus de 5000 abonnés déjà. Enfin, il a 13 000 vues par vidéo, 19 000 vues sur certaines vidéos et tout. Ouais, hallucinant. Tu me diras c'est qui, je vais aller voir ça. Je te dirai. Non, franchement, c'est là que tu vois que il y a de la demande dans certaines niches, donc. Il faut aussi savoir analyser un petit peu si dans la niche que tu veux faire, est-ce que y a des possibilités, est-ce qu'il n'y a pas déjà trop de monde, parce que ça peut être compliqué quand tu te lances si jamais il y a trop de monde. Et en plus de ça, par rapport à lui, il arrive, il a déjà les codes. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux plus te lancer vraiment à l'arrache. Ta caméra, elle pue, ton son, il pue, surtout le son. Lui, il s'est lancé, première vidéo, il a déjà les codes. Le canapé, il est cadré. Le son, il est cadré. Les lumières, il y a les décors, etc. Tout est carré. Et c'est pour ça aussi que ça a marché aussi fort, parce que 1, il y a de la demande, et 2, il a déjà les codes. Donc au final, tout de suite, il y a des gens qui s'abonnent, tu vois, ça peut aller très vite.
Mais ouais, comme tu l'as dit, c'est la jungle. Et franchement, quand tu as dit ça, je me suis tellement reconnu parce que, Pareil. encore plus dans la niche du PSG, Ouais. il y a tout le monde en parle. Donc, ouais, si tu veux te démarquer, et c'est aussi ce qui est important d'ailleurs en 2024, c'est certes, il faut se démarquer par la personnalité, mais au final, si t'es pas toi-même, si t'es pas spontané, tu tiendras jamais un rôle sur le long terme. Donc, il faut être authentique. Et après, bon, ça plaît pas. De toute manière, il y a des gens à qui ça plaira, il y a des gens à qui ça plaira pas. Toujours. Mais ouais, la personnalité, c'est hyper important parce que il faut savoir aussi te démarquer dans tout ce monde. Et toi, French PL, comment t'as réussi à te démarquer dans les débuts? Est-ce que tu te rappelles ta première vidéo qui a explosé et pourquoi celle-là en particulier par rapport à toutes celles que tu avais fait auparavant? Ah là là, ma première vidéo. Mais moi, comme disait Recoba juste avant, de toute façon, moi je me suis lancé sans les codes. À l'arrache. Le son était dégueulasse. Et sur mes 10 premières vidéos, dans les commentaires, c'est que des ouais, ton son il est pas bon. c'est que ça. C'est que ça. Donc moi non, je me suis lancé un peu à l'arrache. Après il y a ce phénomène aussi que vous avez abordé avec Thomas de Chronique Foot, c'est que YouTube a tendance à aussi booster les premières vidéos d'une nouvelle chaîne. Donc quand tu lances ta chaîne, tes premières vidéos vont être mises en avant, etc. Donc ça m'étonne pas aussi que le frérot de Liverpool, en plus il a les codes, donc il a le watch time derrière, donc derrière les abonnés et tout, donc c'est logique. Moi c'était pas ça du tout, parce que je me suis lancé à l'arrache. En plus je parlais, mais on dirait que j'étais une victime. On dirait que j'avais un gun sur la tempe. C'est le mec, s'il vous plaît, aidez-moi. Moi, c'est exactement pareil. Quand je regarde mes premières vidéos, c'est exactement pareil. Le cadrage, il est mauvais. On me voit à peine. Le son, des fois, il est bon, des fois, il est pas bon. Le décor, il est approximatif. Et pareil, je faisais 50 vues à ce moment-là. Nos vidéos étaient pas du tout boostées. Donc, c'est ça. ouais, il y a cette chance aujourd'hui, clairement. Mais après, moi j'ai eu la chance, donc du coup, j'ai fait une première vidéo où en gros je présentais le truc, je disais ouais bonjour, bienvenue sur ma chaîne qui s'appelait Football is Blue et tout. Deuxième vidéo, je fais quoi comme vidéo? Je fais top 10 des meilleures académies de football. Donc déjà direct un concept un peu qui parle à tout le monde et tout. Et cette vidéo a fait plus de 1000 vues. Donc alors que voilà, c'était ma première vraie vidéo truc, elle a fait plus de 1000 vues, etc. Mais la qualité était tellement dégueulasse que 6 mois plus tard, je l'ai supprimé la vidéo. Parce que en fait le truc c'est que je ne pouvais pas laisser des gens découvrir ma chaîne avec cette vidéo-là. C'était pas possible. Du coup, et j'ai refait cette vidéo, donc du coup, un an après. Je l'ai refait, j'ai refait le concept, je l'ai mis à jour déjà, ça me permet de le mettre à jour, et d'avoir une qualité un peu meilleure. Donc ma première vidéo qui a pété, qui a fait 1000 vues, elle est plus sur YouTube aujourd'hui. Donc voilà. Et ouais, comment je me suis démarqué au début? Bah, au début, en fait, j'avais pas besoin de me démarquer. Et c'est ça le truc, parce que quand on arrive dans une niche où il y a une grosse demande, forcément, mon ascension était moins bonne que celle du Liverpool parce que lui, il a les codes. Donc, ce qui fait que en 4 vidéos, il est monté à, tu m'as dit 5000 vues, c'est ça? Enfin, 5000 abonnés? 5000 abonnés, ouais. Moi, j'ai mis 2 mois à avoir 1000 abonnés. Je crois donc c'était beaucoup plus lent, mais ça reste quand même rapide, hein. 1000 abonnés en 2 mois. Franchement, je me plaignais pas, j'étais comme un dingue. Donc je me plaignais pas, mais c'est aussi parce que forcément, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ma chaîne et qui ont dit ouais, bah le gars il parle miskin, il est là, pas de qualité de son et tout, donc voilà, on était quand même déjà dans une époque où YouTube, il y avait de la qualité, donc je sortais pas du lot par rapport à ça. Moi, j'ai fait mon trou par rapport à on va dire ma communauté. Donc moi au début ma chaîne c'était Football is Blue, 100% Chelsea. Et de toute façon je savais que c'était une des forces de ma chaîne parce que premièrement il y a une grosse commu de Chelsea, que ce soit en Afrique ou même en France, Belgique, avec Eden Hazard et tout, il y a une petite commu qui est quand même sympathique. Donc ouais, une belle demande. J'ai oublié mon deuxième point, oublié, ça va revenir. Mais il y avait une belle demande et ça m'a permis de pouvoir créer une communauté et d'être entre guillemets la référence, le youtubeur Chelsea. Et ça m'a permis de monter vraiment je sais plus c'est quoi mes chiffres, attends, je vais te dire ça. Mais j'ai fait 1000K. Attends. Je vais te dire ça tout de suite. 1000K, 1K. Ouais, 1K, pardon, rien à voir. J'ai fait donc 1K en 2 mois, j'ai fait 5K en 7 mois, j'ai fait 10K en 1 an et 20 jours. Nous, sur notre première chaîne, on a fait 1K en 1 an, donc c'est des très bonnes stats. Ouais, non, mais tu vois, et c'est pour ça, moi, je suis franchement, arrivé après ça. Hein. Moi, mes stats sont excellentes. Moi, la première année, dans ma niche Chelsea, je vivais ma meilleure vie. Vraiment, je vivais ma meilleure vie. Par contre, je voyais que, une fois que je suis arrivé rapidement à 9K, j'ai mis un temps fou à aller de 9 à 10K.
Et c'est là où j'ai compris que la commu de Chelsea avait aussi sa limite. Hein. C'est normal, quand t'es trop centré sur un truc, ça a sa limite. Et que si je rêvais de 20-30K en restant 100% de Chelsea, ça allait pas forcément le faire. Mais tout ça pour répondre à la question initiale, c'est que oui, sur la première année, j'avais pas besoin de me démarquer. Juste de kiffer. Mais après, j'étais quand même assez diversifié. Je faisais des vidéos top 10, actu, mercato, débrief. Et ça m'a permis de monter rapidement à 10K. Par contre, à 10K, j'ai dû me réinventer et passer sur FrenchPL, du coup. Ça, on va en parler tout à l'heure, mais il y a quelque chose que nos élèves, entre guillemets, sur notre site internet nous posent. Et il veut savoir comment un groupe peut aider, parce qu'on propose sur le site un groupe entre youtubeurs qui s'entraident avec des retours sur les miniatures, sur les titres, etc. Vous pouvez trouver le lien en description. Toi, Rekoba, avec d'autres youtubeurs qui ont percé aussi, vous étiez dans un groupe. Ah, pour moi, vous avez percé, les gars. Moi, je vous ai connu, vous aviez... Attends, je sais pas. Reco, il en avait 50. Moi, j'avais 50 abonnés. Toi, t'avais 2000 peut-être, ou peut-être même moins, je crois. Moins, je pense. Et l'autre, il avait 1500, parce que je veux pas le nommer sans son accord. Mais tout ça pour dire qu'au final, vous êtes tous au-dessus de 20 000. Donc pour moi, vous avez percé. Qu'est-ce qu'un groupe comme ça, quel rôle ça a joué dans ton développement? Et pourquoi d'autres personnes devraient rejoindre notre groupe ou d'autres groupes, par exemple, entre youtubeurs? Ben, c'est une excellente question, encore une fois, parce que en fait, c'est vraiment des points, ils sont tous importants, les points qu'on aborde pour l'instant. Et en fait, moi, c'est simple. Donc, je lance Football is Blue, et au bout de, je pense, au bout d'un mois, Nix, tu me recrutes avec Tonton. Oui, c'est vous vrai. me recrutez pour Foot Central. Ouais. Alors, Foot Central n'a pas marché pour des raisons diverses et variées. Le concept était compliqué à mettre en place et c'était compliqué d'être régulier. On connaît les raisons. Ouais. Mais franchement, ça a été d'une aide mais capitale. C'est un truc de fou. Déjà, rencontrer des gens bien, c'est toujours agréable, déjà. Et dans YouTube, quand on arrive sur YouTube, voilà, c'est rare que... Enfin, les gens qui ont les codes dès le début, c'est peut-être 5% des gens qui se lancent sur YouTube. Clairement. Donc, la plupart des gens qui se lancent, ils n'ont pas les codes. Et les miniatures, les conseils, le référencement, les conseils dans tes vidéos. Ouais, là, tu parles pas comme ça, faudrait que tu parles comme ça, nanana. Tout ça, c'est des conseils primordiaux, vraiment. Et moi, j'ai bien mangé grâce au groupe Foot Central au début. Donc, on s'entraidait et tout. Franchement, c'était trop bien. Ça nous a permis de bien grandir et de bien se développer. Par la suite, moi, je suis resté en contact quasiment avec tout le monde de Foot Central. Franchement, je suis en contact avec quasiment tout le monde. BR et Reco un peu plus parce que voilà, on est vraiment proches sur YouTube. Mais c'est trop important. Et moi, je sais que derrière, il y a beaucoup de... j'ai dit beaucoup, je suis un ouf. Il y a, on va dire, 5-6 youtubeurs, depuis que je me suis lancé, qui sont venus me voir pour des conseils, que j'ai aidés. Les conseils ont été pertinents, ils m'ont remercié, ça les a aidés, et voilà. En fait, l'entraide sur YouTube, c'est hyper important. Donc vraiment, moi, j'incite à tout le monde à rejoindre un groupe. Combien de fois j'envoie des mignas A ou B trucs et on me conseille et tout. Non mais je vois, c'est tout bête, mais c'est la base, tu vois. Et aujourd'hui, après, on a... En plus, rien que ça, et je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles Reco, mais ça me fait rire quand j'y repense. Au début, on se donnait tellement de la force que on allait voir nos vidéos, on se likait, on commentait, trucs pour les référencements. Bon, après, on a un peu pété, donc on n'est plus obligé de prendre son temps pour ça, tu vois. Mais au début, rien que ça t'amène des vues, ça t'amène des likes, tu vois, t'as une petite base d'interaction. En fait, il y a que du positif. Il y a que du positif. Et non, franchement, moi, je conseille à tout le monde de se trouver un petit groupe ou d'aller chercher des conseils chez des youtubeurs qui n'ont pas trop pété parce qu'après ils ne calculent pas, ou alors de suivre le programme que vous avez lancé. Ouais, parce que c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup et dont nous on faisait partie où en fait ça parlait peu, il y avait peu d'entraide, chacun fait son chemin en fait, c'est un truc, c'est très individuel YouTube, chacun fait ses vidéos, chacun regarde ses stats, chacun apprend de ses erreurs, etc. Et il n'y a pas vraiment de groupes, de forums, de trucs où tu peux aller trouver des aides, où tu peux aller trouver des conseils, etc. Et c'est vrai que ils sont difficilement accessibles, tous les gros, on va pas se mentir, et c'est pas forcément qu'une question de volonté, c'est surtout que ils ont beaucoup de taf, ils ont beaucoup de choses à gérer, il y a aussi beaucoup de notifications, de trucs, de ça, donc difficile des fois de voir les messages, t'en as tellement que tu laisses tomber, donc c'est pas évident de pouvoir avoir l'expertise des gros.
Mais c'est un conseil primordial de pouvoir s'entourer. C'est clair que je pense que ça nous a beaucoup aidé. Des conseils pour tout et n'importe quoi. Même de la force aussi au quotidien, parce que je sais que d'ailleurs là, on en parlait encore aujourd'hui. La période de septembre, elle n'est pas évidente au niveau des stats pour tout le monde. Et des fois, tu as tendance à... Tu vas pas bader non plus, mais tu te dis, tu vois, tu peux remettre ton travail en cause, tu peux être dans une mauvaise spirale, etc., te remettre un petit peu en question, même si c'est pas forcément mauvais. Et le fait d'avoir des potes autour de toi qui disent non, mais non, c'est normal, moi aussi mes stats ont baissé, moi aussi machin, c'est la période. Quand t'as une vidéo qui a pas marché, tu te dis ouais, pourquoi elle a pas marché? Ah non, mais moi t'inquiète, j'ai la même chose, ça a pas marché non plus, etc., etc. Et puis on a l'exemple de BR, je sais pas si tu te souviens, mais BR, il a failli abandonner à un moment donné. Il a failli abandonner, c'était compliqué, etc. Et au final, il s'est remis en question. Il a trouvé une nouvelle stratégie ou quoi que ce soit. Et derrière, il est reparti. Ses vidéos ont marché. Nous, on l'a soutenu. On lui a dit non, avec tout ce que tu as fait, etc., n'abandonne pas. C'est ce que tu aimes faire, etc. Et au final, aujourd'hui, il est loin devant. On en parlait dans la vidéo de Chronique Foot, il a des vidéos à plus de 100K. Donc au final, ça se joue à rien. Et d'avoir cette entraide, parce que comme on est tout seul au quotidien, etc., et qu'on a parlé des statistiques, des tableaux de bord, etc., qui sont compliqués, qui peuvent te mettre dans des états pas possibles, le fait de pouvoir partager et d'ouvrir un peu son esprit et de partager, d'avoir de bons conseils, franchement, ça aide. Donc, clairement, on le conseille à tous les petits ou tous les moyens même, je dirais même tous les gros, parce qu'on peut toujours s'entraider, on peut toujours apprendre. Carrément, totalement d'accord. Bon, on a reçu pas mal de gros qui disaient qu'ils parlaient ensemble, notamment les streamers foot, que ça soit Yanis, l'immigré parisien, avec... il parle avec qui? Avec Logito, Riles, avec tout le monde, en vrai. Ouais, donc tu vois, ils ont Chronique Foot, il disait qu'il parlait souvent avec Logito. Mais c'est fou parce qu'en fait, j'ai vu la chose se faire, mais maintenant qu'on en parle, c'est une dinguerie. Parce que au final, à la base, j'ai juste créé un média football et j'ai essayé de trouver les profils les plus intéressants pour rejoindre le média. Et au final, malgré que, comme tu as dit, pour plusieurs raisons, ça n'a pas fonctionné, au final, ça a créé un groupe entre des personnes qui, ça se trouve, ils se seraient jamais rencontrés dans la vie. Et c'est une dinguerie de se dire ça. C'est un truc où là, ça fait 2-3 ans que vous avez un groupe ensemble. Et du coup, on peut se dire que ça sert et ça vous a tous servi. Et je pense que ça servira à tout le monde. Parce que même si, par exemple, j'étais pas un gros youtubeur à l'époque, comme tu as dit, j'avais peut-être 100, 150, 200 vidéos de plus que vous, qui fait que j'avais une expérience en plus où je vous ai donné des éléments. Et je me dis que les autres personnes, les autres youtubeurs, peut-être des fois, ils essaient de trouver des gros youtubeurs, mais tu vas juste prendre un mec qui a 50, 100 vidéos de plus que toi, et je pense déjà, il peut t'apprendre plein de choses. Totalement. Et là, t'as clairement un rôle de Cupidon. Là, tu nous as fait nous rencontrer, et franchement, c'était... moi, franchement, BR et Reco, je les kiffe de ouf, je les apprécie vraiment sincèrement, et je crois que je l'ai déjà dit, je sais plus, je l'ai dit quand ça. Dans une FAQ, même dans le groupe, je crois que tu avais mis un... Je sais plus qui avait mis... Si, c'est toi, je crois, en plus, qui avait fait un vocal. Ouais, je sais plus. Ouais, j'ai mis un tweet, en gros, je disais que j'avais fait des rencontres sur YouTube et tout, etc. Et c'est vrai que, BR et Reco, franchement, gros coup de cœur. Et c'est grâce à Nix et Tonton, hein, donc merci les gars. Non, avec plaisir. Après, ça aurait pu arriver aussi parce que c'est une étape aussi importante, surtout quand tu démarres, même si c'est pas primordial et c'est pas ça qui va te faire non plus exploser, mais de faire des collaborations, c'est important parce que ça te permet déjà de rencontrer des personnes, d'échanger. Des fois, il peut y avoir un super feeling et donc tu continues à discuter avec lui et des fois, du coup, ça t'aide, ça peut même former un groupe après par la suite. Mais ça te permet de découvrir d'autres choses, d'élargir, on va dire, ta communauté aussi, d'échanger avec quelqu'un d'autre qui partage la même passion que toi, la même expérience ou une expérience différente, mais qui peut t'apporter quelque chose de différent via YouTube, puisque lui, il a aussi son parcours à lui. Donc, c'est important, les collaborations, au-delà de pouvoir t'aider à te développer, parce qu'évidemment, on voit toujours aussi un peu l'aspect business, mais tout ce qu'il y a à côté, c'est important, et les collaborations comme ça aide. Ouais, mais du coup, je dis ça, même moi au quotidien, je crois il y a 2-3 jours par exemple, j'étais fou furieux en colère et le fait d'avoir un groupe, il y a Reco qui me dit vas-y t'inquiète, va dormir, on verra ça demain, tu vois. Mais en fait YouTube c'est un truc tout seul où t'es tout seul, mais en vrai faut pas rester tout seul. Il y a d'autres gens qui sont dans notre cas.
et essayez de contacter des gens qui sont dans les mêmes niches que vous. Si vous n'y arrivez pas, passez par nous. On a des groupes où il y a déjà d'autres youtubeurs. Du coup, juste avant cette question, tu parlais d'un moment où tu as bloqué, où tu étais à fond sur Chelsea et tu t'es rendu compte de la limite de Chelsea. C'est quelque chose que Reiko et moi, on a comme problématique aussi, sauf que nous, on n'a pas passé le pas. Il y a justement Yanis, l'immigré parisien, qui est venu, qui disait aussi qu'il parlait du PSG. Et au final, il s'est rendu compte que si tu rajoutes Real Madrid, Barça, tout ça, ça change la donne. Là, il est quasiment à 2 millions. Il doit pas être très loin. Ah ouais, putain. 1,4 million déjà. 1,4 million. Ouais. Bah, tu vois, quand on a interviewé... Sachant qu'il a passé les 1 million il y a quelques... Ouais. Ouais, incroyable. Donc, on voit le rôle. Qu'est-ce qui t'a donné le courage, entre guillemets, de changer, de switcher? Parce que je sais que Reiko et moi, dès qu'on tente de faire une vidéo qui est pas Paris Saint-Germain, on se fait démolir dans les commentaires. Toi, comment t'as vécu ça et qu'est-ce qui t'a donné le courage de le faire? Ah ouais, la transition, c'est un sacré chapitre. C'est un sacré chapitre. Donc après, moi aussi, c'est un peu mêlé à ma vie perso. Et donc, alors, en gros, moi, c'est clairement, en premier lieu, je voulais changer pour avoir un horizon plus radieux, on va dire. Je sais que les 20K, je les aurais pas atteints avec Football is Blue. Donc, je change. Il y a une grosse partie passion. Déjà, c'était pas passionné parce que le problème qu'on a, et après, c'est un truc qui ressort beaucoup aussi sur Twitter et tout, c'est que le clubisme, c'est une réalité du football. Aujourd'hui, le clubisme, il est archi présent. Et c'est un fléau pour moi. C'est vraiment négatif, le clubisme. Très, très négatif. Parce que moi, j'ai pas grandi dans ça. Et j'ai grandi vraiment l'amour du football. Moi, moi, j'ai des potes et tout, on grandit, vraiment, nous, c'est le sport qu'on kiffe avant tout. C'est vraiment le football, tu vois. Et ayant grandi dans ça, moi, je suis un immense fan de la Première Ligue. Et donc, il y a ce côté passion, je me dis, il faut que je parle de la PL, parce que c'est pertinent par rapport à Chelsea, etc. Et aussi, je suis passionné par la Première Ligue. Je regarde vraiment beaucoup de matchs depuis plusieurs années. Je regarde beaucoup de matchs de PL. Je peux regarder le 9e contre le 13e sans souci, sans aucun souci. Et donc, je savais qu'en passant sur la Première Ligue, je serais toujours pertinent. Et ça, pour moi, c'est la priorité. Parce qu'aujourd'hui, alors, je le salue, mais je le salue d'autant plus parce que vraiment, moi, je pourrais pas. Mais les gens qui sont des chaînes généralistes, qui parlent de tout, qui peuvent parler un jour du Bayer Leverkusen, après du Barça, après... Moi, je suis incapable de faire ça. Parce que je ne regarde pas assez les autres championnats pour être pertinent. Les gens qui arrivent à parler de tout en restant pertinent, c'est un truc de fou. Mais c'est très dur, hein. Vous voyez que des fois, même Willou, il n'y arrive pas, hein. Willou, des fois, il sort des vidéos, il se fait démonter parce que, oui, sur ça, t'as pas été pertinent et tout. Mais c'est normal, en fait. C'est normal, tu vois. Donc, ouais, non, c'est très compliqué d'être pertinent, par exemple. Mais moi, je savais qu'en restant en Première Ligue, j'allais rester pertinent. Donc, ça, première chose. La passion de la Première Ligue et savoir que je vais être pertinent. Du coup, je me lance. Je sais qu'il y a un Big Six en Première Ligue, donc il y a 6 grosses communautés. Bon, même si la communauté de Tottenham et de City, je l'ai pas encore trop vue, mais elle doit être là quelque part. Mais voilà, c'est vrai que pour le coup, c'était pour moi une suite logique de me lancer sur ça. Et comment j'ai vécu la transition? Le problème que j'ai eu moi personnellement, c'est que en même temps que je me suis lancé sur French PL, ma vie perso a changé. Moi, ma première année de Football is Blue, j'étais au chômage. Les gars, je balançais en moyenne 5 à 6 vidéos par semaine pendant 1 an. Est-ce que vous vous rendez compte? Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte? Dès qu'il y avait une actu, boum. Et en plus, j'ai de la chance parce que là où j'ai de la chance, c'est que Chelsea, il y a beaucoup d'actu. Énormément d'actu sur Chelsea, que ce soit Mercato ou autre, ça n'arrête pas. Donc sur ça, j'ai beaucoup mangé. J'avais beaucoup de temps parce que j'étais au chômage, donc tout allait bien. Je me lance en août, donc vraiment au bout d'1 an. Moi, ma chaîne a été lancée en août 2022. Août 2023, je change. De août 2023 à octobre 2023, je continue à balancer quasiment que du Chelsea. Parce que, je balance un peu de trucs, mais c'est compliqué parce que quand tu veux aborder des sujets alors que t'as pas l'habitude de le faire, YouTube, il a un peu du mal à comprendre, il va pas forcément te booster et tout, donc les vues sont pas trop au rendez-vous. Mais du coup, ma technique, ça a été au départ de balancer et c'est encore ma technique en fait aujourd'hui, quand je balance un sujet hors Chelsea, plus large, je mets quand même du Chelsea dedans. Mais je suis obligé, tu vois, je me disais, si je balance une vidéo 100% Arsenal, au début, je faisais 100 vues, c'est sûr, tu vois. Après voilà, j'ai la chance d'avoir une communauté, une très très bonne commu, et ce qui fait que, en vrai, quand je sors une vidéo, je sais que j'ai 1000 gens, 1000, même peut-être 2000, ils cliquent sur toutes mes vidéos dès que ça sort. Et j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je sais que j'ai un minimum, tu vois.
Donc en vrai, non, je ferais du 1500, 2000 vues minimum, tu vois, mais je ferais pas de stats. Donc quand je balance une vidéo, toujours je mets un peu de Chelsea dans le thème, ou là je fais des vidéos Big Six que j'aime bien faire, parce que ça aborde de tout. Donc, voilà, ça c'est ma technique, c'est parler de tout le monde, m'étendre en mettant un peu de Chelsea. Et le truc c'est qu'en octobre, pour des raisons perso et tout, j'ai dû commencer à bosser. Donc fini le chômage, 37 heures par semaine, un enfant qui arrive et tout, ma vie bouleversée, j'ai beaucoup moins de temps. Et ce qui fait que j'ai stagné de zinzin. De octobre et après on va parler d'un truc très intéressant. De octobre à janvier, je stagne de fou. Je suis entre 11K et 12K pendant 3 mois. J'arrive pas à aller à 12K pendant 3 mois, je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que vu que j'ai pas de temps, je me contente de ma niche et je fais que des débriefs de Chelsea. J'ai le temps de faire que ça. Donc finalement, j'ai la progression que j'anticipais, lente, parce qu'il y a que du blues qui s'abonne, il y a que du blues. Finalement, je m'étends pas aux autres commus. Et on en reparlait par rapport au groupe et donc l'entraide entre youtubeurs et tout. En février, c'est aussi je crois que c'est la période où du coup le frérot BR10 il patinait aussi un petit peu. Et il s'est remotivé. Il s'est remotivé à ce moment-là et sa chaîne a commencé à péter, comme l'a dit Rico, il change de concept et tout et ça pète. Et moi, en février, je suis en bad. Je suis en 37 heures par semaine. Madame, elle est enceinte jusqu'au cou. J'ai le temps de rien. Tu vois, c'est une misère. Et je suis là en bad et tout. Je parle avec BR et je dis, ouais frérot, c'est une galère. Je suis là, j'arrive pas à m'étendre. J'ai pas le temps de faire autre chose que Chelsea et tout. Franchement, c'est nul. Et il m'a dit un truc. Et ça, il me semble que je lui ai dit. Il m'a dit un truc qui a changé ma façon de faire et de voir et tout. Il me fait gros, il y a pas de secret. Il y a rien sans rien. C'est-à-dire que si tu te donnes les moyens, tu vas y arriver. T'es bon et tout, t'es à l'aise devant la caméra, t'as une personnalité, nanana. Si tu te donnes les moyens d'être régulier et tout ça, ça va marcher, ça va péter. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, moi, il fait ses études encore et tout. Et moi, ma pause déjeuner, bah je bosse mes vidéos. Mes pauses déjeuner, je taffe miniature. Et jusque-là, ça m'était jamais venu à l'idée, pendant ma pause déj, de bosser YouTube. Ça m'était jamais venu. En fait, du coup, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps, en fait. Tu vois, le truc, quand tu rentres chez toi, il y a madame, il y a le truc, etc. Tu peux pas faire ce que tu veux. Le mec, comme ça, il est en prison. Mais vous captez tous. Et en fait, ça a changé ma vie, ça a changé ma vie YouTube. À partir de ce moment-là, j'ai fait, vas-y, il a raison. À partir de ce moment-là, j'amène mon PC au taf. Le midi, je bosse mes miniatures, je bosse mes sujets, mes visuels, mes trucs, etc. Je gagne énormément de temps. Je me relance. J'ai le temps de faire autre chose que du Chelsea. Et si vous voyez mes stats en février, de février jusqu'à maintenant, c'est là où je grossis. C'est là où, d'octobre à février, je fais 1000 abonnés. De février à, après il y a le mercato, tu connais le mercato, mais on va dire de février jusqu'à avril, je suis à, je passe de 12 à 16. Parce que je me suis... Et moi, j'ai eu cet exemple aussi avec le Barça. À un moment donné, j'ai fait une vidéo Barça. Bon, là, j'en ai fait 2 ou 3. Il peut y avoir moins de vues que sur mes vidéos PSG, mais je gagne beaucoup plus d'abonnés. Parce que toutes mes vidéos PSG, bah, j'ai la communauté qui revient. YouTube, il y en a tellement qui font des vidéos dessus que même si tu fais des sujets intéressants, ils te mettent pas forcément en avant. Et au final, tu vois que quand tu te diversifies, ben, tu as une nouvelle communauté qui arrive. Et après, c'est apprécié différemment. Comme tu l'as dit, il faut déjà avoir la passion. Il faut d'abord te dire que ouais, si tu vas parler de toute la première ligue ou d'un autre sujet, c'est parce que t'aimes faire ça. Sinon, ça sert à rien. Si tu te dis juste, vas-y, je vais m'étendre parce que c'est juste le business et l'argent, bon, bah, à un moment donné, tu vas arrêter, tu vas reprendre les trucs que tu faisais avant. C'est sûr. Et savoir être pertinent. Parce que bah, si tu l'es pas, malheureusement, t'auras beau parler, tu vas te faire exploser dans les commentaires et finalement, ça ne marchera pas. Mais de toute manière, faut pas forcément craindre le fait que ce soit bien pris ou mal pris, parce qu'il y aura toujours une partie qui va te suivre. Comme tu l'as dit, toi, on en reparlera, je pense, mais tu as une vraie communauté. Au-delà d'une audience, tu as une vraie communauté. Donc, il y en a toujours qui te suivent. Moi, c'est un petit peu pareil sur mes vidéos différentes du PSG. J'ai quand même une partie qui me suit et qui regarde toutes mes vidéos. Il y a une partie qui va être intéressée justement parce que bah, ça concerne indirectement ton club, puisque bah, les concurrents, etc., ce qui s'y passe, des fois eux-mêmes, ils n'ont pas forcément envie de regarder. Soit ça les intéresse et donc tant mieux, soit ils n'ont pas forcément envie de regarder, mais grâce à toi, ils vont être au courant de ce qui se passe autour du coup de ton club indirectement. Et il y aura toujours une partie qui va dire « Ouais, machin, pourquoi tu parles de ce club? On s'en fiche de ce club. »
Mais bon, voilà, c'est 1 ou 2 commentaires et puis après ça disparaît et puis voilà, de toute façon il faut s'y faire et puis au pire tu cliques pas sur la vidéo et puis voilà. Moi, c'était pas 1 ou 2 commentaires, frère. Moi, ma transition, du coup, j'en ai pas parlé, mais ma transition était très compliquée. Dans le sens où, je dis, le clubisme, je l'ai fortement ressenti. Hein. J'avais vu les stats, tu connais les stats, moi je vais voir les stats des abonnés, moi je suis un taré, moi. Je me fais du mal. Ah ouais, combien d'abonnés perdus? J'avais perdu, mais j'avais perdu tellement d'abonnés, mec. Mais tu pètes un câble. Et en fait, et c'est pour ça que j'ai stagné aussi, c'est qu'il y a des gens qui se désabonnaient, du coup ça stagnait par rapport aux nouveaux qui arrivaient, tout ça, j'ai stagné de fou. Je te dis, pendant 3 mois, j'étais entre 11 000 et 12 000, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui partaient, il y avait peu de gens qui arrivaient, donc j'ai grave stagné. Mais ouais, moi au début, j'avais beaucoup de gens. Après, je pense que la plupart sont revenus quand même, parce qu'ils ont vu, comme je l'ai promis, hein, j'ai promis que je resterais quand même beaucoup de Chelsea. Les gens ont vu que je faisais quand même beaucoup de contenu de Chelsea, donc je pense qu'il y en a qui sont revenus. Mais au début, ouais, ça a été plutôt mal reçu. Minoritairement, hein, je dirais que c'est peut-être 20% qui étaient pas contents. Et on va dire peut-être 5% qui étaient vraiment furax, mais quand même. Ouais, c'est pas évident, surtout dans notre niche, hein, parce que c'est ce dont je parlais avec CM Football, c'est que là, tu vois, avec l'arrivée de... déjà, j'ai toujours eu envie un peu d'en parler, parce que c'est notre rival, tu vois, Marseille. Et à un moment donné, encore plus cette année, avec l'arrivée de De Zerbi, le projet et tout, c'était grave intéressant. Et moi-même, ça me stimule, donc j'ai envie d'en parler, naturellement. Sauf que je sais que ça va être hyper mal reçu et qu'il vaut mieux que je parle du Barça, d'autres clubs de Ligue 1 que de Marseille parce que ça va être très mal reçu. Et la preuve, c'est que là, j'étais dans la sauce sur Twitter parce qu'avec le match incroyable qui s'est passé, j'ai dit bravo l'OM dans un tweet. En gros, j'ai dit incroyable le scénario et tout, machin. Bravo l'OM, 11 bonhommes sur le terrain. Je me suis fait démonter. Sans surprise, hein. Mais en fait, le truc, c'est comme il a dit French PL, c'est que le truc, c'est qu'on a grandi dans des contextes différents. C'est ce que j'expliquais hier à un pote, c'est que moi, j'ai grandi. Alors déjà, ma famille, ils sont tous pour l'OM. Donc déjà, on a l'habitude de regarder les classicos ensemble et tout, et de se charrier et tout. Ah ouais, je suis le seul ennemi de la famille, tu vois. Mais tu vois, on a grandi dans un truc où on regarde ensemble les classicos, on se chambre, mais toujours avec respect et bienveillance, tu vois. Donc, moi, j'ai grandi dans un truc où même si c'est le rival, on va le tailler, on l'aime pas, mais on le respecte. Et du coup, ça m'a pas dérangé de dire bravo l'OM, tu vois. Rabiot qui signe là-bas, bien sûr, je vais l'insulter et tout, mais toujours avec respect. Et ça, il y en a qui comprennent pas. On va l'insulter, mais avec respect. Avec respect. Là, t'as franchi la ligne. Mais je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que j'ai déjà eu la discussion avec Réco, il m'avait dit que j'étais complètement malade. Et d'ailleurs, on en parle dans la formation de rentabiliser son temps au maximum, de tous les temps morts de ta journée, trouver quelque chose. Et je lui disais, par exemple, sur Créateur de succès, sur le podcast, tu vois, il y a des chapitrages pour dire de telle minute, on parle de ça à ça, on parle de ça à ça. Et au final, quand j'allais au taf, pareil, 37 heures, quand tu rentres à la maison, madame, tout ça, je crois que je montais dans le RER, j'écoutais un épisode, et je faisais le chapitrage dans le RER, tu vois, et je me dis, mais j'ai 1 heure à perdre là, en fait, je vais écouter le podcast et je vais faire le chapitrage, au moins, j'aurais pas la sensation de perdre. Et je me rappelle avec quoi il m'a dit, mais t'es complètement malade, calme-toi, prends des pauses, fais des trucs comme ça. Et, non, mais le RER, en fait, il faut si tu rentabilises pas le RER, frère, faut rentabiliser le RER, je suis d'accord. Mais ouais, et après, tout le monde n'a pas la chance au taf d'avoir du temps à la pause ou après, ou faire même 37 heures, parce qu'il y en a qui en font 40-45. Mais il faut essayer de trouver un maximum de temps pour maximiser le peu de temps que tu peux avoir de libre, parce que ça te fait gagner un temps monstre. Et mine de rien, si t'as fait la miniature, je sais pas, au petit-déj ou à la pause midi, que t'as fait ton chapitrage de la vidéo d'avant pendant les transports, et que tu rentres, t'as déjà ton script de vidéo qui est écrit, etc. Et du coup, t'as juste à allumer, à tourner, bah tu gagnes un temps monstre. Et après, le montage, tu peux le faire le lendemain ou après, peu importe. Enfin, et malheureusement, quand tu taffes, c'est dur, mais il y en a plein qui ont réussi comme ça. Et il n'y a pas le choix, il faut savoir s'organiser, trouver du temps, parce que c'est des sacrifices, c'est des journées très très longues, mais c'est pour ça aussi que quand tu fais ce truc à côté, c'est parce que tu l'aimes, donc même si c'est des sacrifices, bon, c'est quand même quelque chose que tu apprécies faire, donc ça passe un petit peu mieux. Il ne faut pas avoir peur de paraître fou, asocial, etc. Parce que je me rappelle, à mon taf, post-déj, tout le monde allait manger ensemble. Moi, je disais non, moi, je vais pas manger avec vous. Et tu es dans ton coin, sur ton ordinateur, les gens, ils disent, bah, vas-y, lui, c'est un malade mental. On est tous ensemble, lui, il veut pas venir avec nous. À chaque post-déj, il vient pas. Après, ouais, c'est ça. Et puis, au-delà de ça, tu as même tout l'aspect social. Évidemment, il faut pas non plus ne plus sortir, être un ermite, etc. Mais il y a des moments, les sorties, tu dois un petit peu les mettre de côté. Si tu sors tous les week-ends, le vendredi et le samedi,
bah t'es obligé de te dire bon bah le vendredi je sors pas parce que je bosse, parce que ci, parce que ça, je prépare mes vidéos du week-end. C'est bête, mais si déjà le vendredi soir tu t'occupes de ça, le samedi matin tu t'occupes de ça, bah derrière après tu peux avoir le week-end libre par exemple. Donc il y a des petits sacrifices à faire, c'est obligatoire. Et tu le vois de toute manière, on en parlait, il y a de plus en plus de créateurs. Si toi tu le fais pas, il y en a d'autres qui vont le faire à ta place. Ils vont faire ces sacrifices, ils vont faire ces vidéos et ils vont percer à ta place. Et du coup, bah, toi, tu n'auras que tes yeux pour pleurer et dire bah, il y avait trop de monde. Alors qu'on sait tous qu'il y avait trop de monde, mais il faut faire le boulot. C'est comme ça. Parce que la régularité, c'est un des critères aussi. Et c'est vrai que si toi, tu te contentes de 2 vidéos par semaine, alors qu'il y a un mec dans ta niche qui en fait 4, mais il va prendre plus d'abonnés que toi. Et ça, c'est factuel. Hein. Bah, tu vois, toi, t'avais le moment où t'as stagné parce que bon, bah, t'avais les contraintes de ta vie perso, etc. T'as repris le taf et tout ça, l'enfant et tout. Moi, c'était pas ça, mais c'était pareil. Je faisais que de sortir. L'année dernière, août-septembre, clairement, j'ai stagné de 9 à 10 000. J'ai mis 1000 ans à atteindre les 10 000 parce que je faisais que de sortir. Voilà, je me suis relâché quasiment tout l'été. Je faisais que le minimum, comme t'as dit, débrief, machin. Et au final, bah ouais, j'ai stagné. Et après, quand tu te remets dedans, tu te remets à être productif, ah bah là, ça repart. Bah, tu vois, malheureusement, il y a des sacrifices à faire. La grosse différence avec ce que disait Chronique Foot, c'est que le strict minimum aujourd'hui ne suffit plus. Donc un débrief, même si ton débrief va être quali, hein, on s'en fout. Alors que tu vois, à l'époque, il y a 5 ans, tu pouvais péter sur un débrief. Tu pouvais totalement péter. Ouais. Comme il avait dit, la stat qu'il a sortie était incroyable. Donc voilà, aujourd'hui, le minimum ne suffit plus. Donc les gens qui veulent se lancer sur YouTube, sachez-le, ça prend une grosse partie de ta vie, clairement. Et pour pas grand-chose en plus de ça, parce que je trouve qu'il y a un gap entre les petits, les moyens et après les grands. C'est-à-dire que pour vraiment te dire, ok, je peux vivre de YouTube, je vais me mettre à temps plein, il va falloir déjà beaucoup de mois, voire beaucoup d'années. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a un gap pour être un gros et vivre de ça. Tu vois, t'as beau être un moyen. Aujourd'hui, on est considéré comme des moyens, je dirais. On a 20 000, 30 000 abonnés, mais on peut pas se dire encore on peut vivre de ça, tu vois. Et par contre, ça peut arriver d'un coup. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es à 30, 40 000, 50 000, tu peux avoir les sponsors qui viennent en même temps, plusieurs sponsors dans un mois, avec tes vues à côté. Bah, ça peut arriver très très vite. Mais pour que ça arrive à ce moment-là, il faut vraiment du temps, quoi. C'est clair. Toi, pour trouver des nouvelles idées de vidéos, quel processus tu mets en place Tu vas avoir la concurrence, comme il disait Chronique Foot, ou est-ce que tu as tes techniques à toi que tu peux partager avec les nouveaux youtubeurs? Après, c'est moi déjà dès le début sur YouTube, je voulais faire du contenu varié. Donc dès le début, comme j'ai dit, ma première vidéo, vraie vidéo, c'était un top 10 déjà direct. Après, j'ai fait des concepts un peu variés à l'époque de Football is Blue et tout, et je continue. Donc moi, c'est plutôt dans ma tête. Donc je cherche. Après, je fais pas des trucs trop recherchés, mais c'est plutôt dans ma tête. Et je dirais que les seuls concepts que je vais aller chercher, c'est les Anglais. Je vais plutôt aller chercher chez les Anglais pour les concepts. Je regarde quasiment plus de youtubeurs français. Franchement, à part les gens que je connais. Je t'avais dit de donner des secrets. Français. Tu m'as dit quoi? Je t'avais dit de donner des secrets, pas nos secrets à nous. Ouais, là, tu viens de... Non, mais après, je pense que c'est dans tellement de domaines, les Anglais, les Quinri, ils sont au-dessus. Mais moi, c'est vrai que 90% de mes sujets, c'est dans ma tête. Après, vu que moi, tout ce que je regarde sur Internet est en anglais, bah forcément, je tombe sur des anglais et je prends 2-3 trucs, mais c'est principalement mes idées, principalement. Ouais, bah écoute, le problème c'est que maintenant, vu que tout le monde va pomper des anglais, bah du coup, au final, tu te retrouves avec les mêmes idées vidéo, et je le vois tout le temps dans le YouTube FR. Je vois le YouTuber FR qui a fait la vidéo, et je vois le youtubeur anglais qui est la source de la vidéo, qui est sorti 2-3 semaines avant. Et tout le temps, je le vois et c'est cramé de fou. Mais après, je pense que la plupart des gens, ils s'en rendent pas compte. Mais oui, c'est une idée à avoir. De toute façon, comme l'a dit Chronique Foot, la veille, c'est important. Hein, aller regarder ce qui se fait autour. En plus de ça, je sais pas pour toi, mais moi, je suis un gros consommateur de YouTube. Donc forcément, naturellement, je vais voir plein de vidéos. Et après, ouais, si tu fais une veille en France, tu peux très bien faire une veille dans d'autres pays et tu vois ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, des idées qu'ils peuvent avoir. Ça fait partie du truc, hein, de regarder ce que fait la concurrence et ce qui se passe dans ton petit microcosme. C'est clair. De toute façon, après, celui qui dit qu'il a jamais copié personne, c'est juste un mytho. Hein. Je veux dire, c'est dans tous les domaines, c'est le cas. Je veux dire, aujourd'hui même, je sais pas, la musique, c'est que des remixes sur remixes. Le cinéma, c'est des remakes sur remakes. À un moment donné, c'est comme ça qu'est la vie. Hein. Et c'est très dur de complètement innover.
très très dur, et c'est le cas aussi sur YouTube. Hein. Ah, mais je vais devoir aller apprendre l'italien, l'espagnol maintenant pour aller pomper le YouTube espagnol ou italien maintenant que vous avez cramé mon YouTube anglais. Selon toi, FrenchPL, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avoir une vidéo qui fonctionne? Est-ce que tu as une liste? Tu te dis dans cette vidéo, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et j'ai remarqué au final, avec tous les interviews qu'on a fait sur le podcast, il y a des gens qui travaillent beaucoup leurs vidéos en amont. Genre, ils disent, il faut que j'ai une phrase d'accroche, etc. Il y en a qui le font au feeling. Toi, comment tu fais? Alors, moi, je suis tellement pas sérieux, les gars. Moi, je suis un mix de tout. Moi, en fait, moi, dans ma vie, je suis comme ça. Hein. Je suis un mec, à l'école, j'étais comme ça. Je suis pas le mec, tu sais, studieux et tout. Et je suis très irrégulier. Autant des fois je peux me chauffer et préparer une vidéo, voilà. De toute façon, j'ai des vidéos concept sur ma chaîne où tu sais des fois par exemple ma vidéo là où je présente la Coupe du monde des clubs là, le nouveau format et tout. Là évidemment, c'est une vidéo qui est travaillée, chaque mot que je dis dans la vidéo, je l'ai écrit avant, évidemment. Mais ça c'est des vidéos que je sors rarement. La plupart des vidéos que je fais, c'est au feeling. C'est au feeling, les débriefs évidemment, c'est du feeling. Mais d'autres vidéos, les vidéos mercato, news, c'est du feeling. Peut-être des fois des parties un petit peu écrites, mais très peu. Donc non, moi je suis plutôt un mec freestyle, même si ça peut m'arriver évidemment de bien bosser les vidéos. Après moi j'ai tendance en tant que consommateur à plus consommer du contenu où les gens sont en freestyle. Les vidéos très bien préparées, où tu vois que même l'intonation de la phrase est bossée. Je regarde ça de temps en temps quand le sujet m'intéresse, mais je suis pas, j'en raffole pas. Je salue totalement, par exemple, le boulot de un Max de foot, tout ça, tu sais, des chaînes comme ça, mais le boulot, il est monstrueux. Mais c'est pas mon contenu préféré sur YouTube. Ouais, moi je suis un peu comme toi, que ce soit au niveau du contenu ou la manière de faire, je suis très très freestyle aussi. Manque d'organisation, de régularité, parfois la flemme. Enfin, voilà, c'est pas compliqué, mais ce qui est bien, c'est que tout marche en fait. Tout marche, il n'y a pas de secret ou quoi. Tu peux faire une vidéo freestyle ou une vidéo hyper travaillée, ça peut faire le même nombre de vues. Tout fonctionne, donc c'est intéressant. Et moi, je dirais même que les vidéos freestyle marchent mieux que les vidéos travaillées. Hein. Je dirais même l'inverse. Bah, quand tu regardes Stan, Riles, Yanis, enfin l'immigré parisien, tu sais, ils sont tous devant face cam, il n'y a pas de montage, ils parlent et voilà. Et ça fait des centaines de milliers de vues. C'est clair. Après, eux, ils sont installés, c'est sûr, mais même à mon niveau, moi aussi, je parle vraiment de ma chaîne, regarde mes stats de débrief, ou les vidéos mercato. En fait, les vidéos mercato news et tout, etc., et les vidéos débrief, c'est ce qui fait le plus de vues sur ma chaîne. Après, oui, il y a les vidéos mercato idéales, où là, évidemment, c'est très travaillé, et derrière, ça fait beaucoup de vues, mais ça, c'est particulier. Les vidéos mercato idéales, c'est vraiment le cheat code de YouTube, donc voilà. Mais sinon, ouais, c'est vrai que mes vidéos très travaillées, et j'ai fait des vidéos des fois, mais tu pètes un câble, tu sais, des 10 heures de boulot sur une vidéo, même 10 heures, même plus, des fois. Si tu comptes le montage, je parle 10 heures que de préparation. Après, ouais. Montage, donc des fois, des vidéos qui faut 20 heures pour la sortir, elles font moins de 10 000 vues. Parce que, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Et quand tu te dis ça, tu te dis bon vas-y, je vais aller faire une vidéo actu ou autre chose, un truc qui fonctionne. Mais c'est humain, hein, c'est normal. Mais du coup, pour faire péter une vidéo, puisque là on a parlé de l'intérieur, est-ce qu'il y a des trucs qui pour toi sont rédhibitoires? Est-ce qu'il y a des trucs pour toi qui sont primordiaux? Moi, je suis pas un boss du référencement. Je suis pas du tout un boss du référencement. J'ai pas forcément de secret. Je dirais d'ailleurs même que je fais partie des mauvais élèves par rapport à ça. Je pense que j'ai pas mal de vidéos qui auraient pu plus péter si j'étais plus dans ce deal-là de référencement et tout. Je sais qu'il y a des gens qui ont des applications de référencement qui notent des trucs et tout, etc. Moi, j'utilise même, moi, je suis vraiment en total freestyle. Mais ouais, c'est vrai que pour le coup, s'il y a des codes, je pense que votre formation doit forcément les donner et tout. Moi, j'ai pas forcément de secret. T'es vraiment le mauvais élève. Lui là, il est assis au fond de la classe, à côté du radiateur. Vraiment. Avec ce que tu veux. Non, vraiment, ça m'accaine, c'est je tire sur le. Non, vraiment. Mais le truc, c'est que moi, ma première vidéo qui a pété, donc qui a fait plus de 20 000 vues. Ouais, c'est ma vidéo sur les défenses à 3 et tout, donc une vidéo concept, une vidéo très très travaillée. Donc c'est un peu l'exception qui confirme la règle, c'est que là c'est une vidéo que j'ai énormément bossé et c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues aujourd'hui, elle a 46 000 vues je crois. Et cette vidéo là, en fait, le secret de cette vidéo c'est quoi ? C'est la première vidéo où j'ai mis le hashtag PSG Paris Saint-Germain. Voilà. Waouh.
Eh non, je vous le dis, Ouais, je c'est vous le dis. incroyable. Aujourd'hui, je balance. Désolé, mais le PSG sur YouTube, vous êtes trop influents. Vous contrôlez le game. Mais c'est ça le problème, on a choisi le pire club possible. Comme il disait, je sais pas si c'était il y a plusieurs podcasts, en fait, toutes les autres niches parlent de notre club. C'est-à-dire que nous, on est là, et il y a des gens de partout, ils viennent prendre des parts de marché. Tu vois, Bien sûr. enfin maintenant, Rines, il a arrêté parce qu'Mbappé, il est plus là-bas. Mais Rines, il parlait du PSG, PSG. Il te prend des parts de marché. Et t'en as plein d'autres. Je crois, il y a Bah, le Guito, des là, fois, il parle. Randy, il va faire Arsenal PSG là bientôt. Là, il est comme ça, Randy. Là. Il sait que ça va rentabiliser. Voilà, c'est Arsenal le PSG. pire club à couvrir parce que tout le monde te prend des vues. Bon, Ouais. comment t'expliques le fait d'avoir un ratio de vues aussi élevé par rapport à ton nombre d'abonnés? Ouais, c'est vrai qu'on me dit souvent ça. On me dit que j'ai un bon ratio vues-abonnés. En vrai, déjà, on va dire, ouais, 50% de mes vidéos, c'est des débriefs de Chelsea. Donc déjà, première explication, le format que je me suis approprié, c'est le débrief de Chelsea. On va dire que, en fait, même en toute humilité, hein, je suis le pionnier sur ça. Je suis le premier youtubeur francophone à avoir fait des débriefs réguliers de Chelsea. Parce que il y avait le compte Twitter Chelsea France, il me semble, qui avait fait des débriefs à droite, mais c'était pas du tout régulier. Je suis le premier à avoir fait des débriefs réguliers de ça. Donc aujourd'hui, si tu vas voir un fan de Chelsea en France, c'est probable qu'il ait vu au moins un de mes débriefs. Parce que c'est mon format, on va dire, que je me suis approprié. Maintenant, un format qui est de plus en plus, il y a de plus en plus de concus. Mais déjà, rien que ça, aujourd'hui, tu vois, et franchement, je suis très content cette saison. Et je tiens, s'il y a des gens de ma chaîne qui regardent ça, je les remercie encore une fois, parce que je l'ai déjà fait. Mais cette saison, j'ai une moyenne de vues sur mes débriefs de Chelsea à 10K. Je fais toujours 10K sur mes débriefs de Chelsea, et c'est juste dingue. C'est juste dingue. Franchement, je suis trop refait, je suis trop content. Ça m'a donné envie d'augmenter la qualité du débrief. Du coup, je fais plus d'analyse tactique. J'ai acheté un petit tableau et tout. J'ai refait mes visuels, tout ça, parce que ça fait trop plaisir en fait. Ça fait trop plaisir d'avoir un truc où je sais, déjà en tant que business, c'est un fonds de commerce. On va pas se mentir. Je sais que pour ceux qui veulent des chiffres, hein, ça peut peut-être intéresser les gens. Hein. En vrai de vrai, un débrief de Chelsea à 10K, c'est entre 15 et 25 euros. Donc je sais que quand Chelsea joue, j'ai 15 à 25 euros c'est du sûr, tu vois. Donc ça, c'est un fonds de commerce, c'est une base, c'est ma commu qui s'exprime en commentaire, parce qu'il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. C'est ma commu. Et on va en parler, je pense, après, ma commu. Mais ma commu, elle s'exprime surtout à travers les débriefs de Chelsea. Donc ça, c'est mon premier secret. Et sur le reste, je pense que tu vois une différence. Sur mes moyennes de vues hors débriefs de Chelsea, tu vois une différence. Elle se situe plus entre 4000 et 10 000. Ma moyenne de vues hors mercato idéal, parce que les mercato idéal ils ont tous pété, ça je suis trop content, mais ouais, hors débrief de Chelsea, mon ratio est moins bon. Bah, t'as quand même un bon ratio, parce que en fait au final là il y a 2 points. C'est donner la valeur que les gens attendent, c'est-à-dire que ceux qui te suivent, ils te suivent pour les débriefs de Chelsea, ils te suivent pour le contenu de Chelsea. Donc à partir du moment où tu donnes du contenu que les gens attendent, forcément que ça fait des stats. Et 2, même si les stats sont moins bonnes, ouais, comme on disait, t'as une communauté, t'as pas une audience, t'as une communauté, et du coup, ils te suivent. Au-delà de Chelsea, je pense que maintenant, ils ont aussi et surtout appris à regarder tes vidéos à toi. Et du coup, même si tu sors une vidéo sur un autre sujet, ils vont regarder la vidéo pour toi. Déjà parce qu'il y a toi, parce qu'ils aiment ton contenu, et parce que aussi, ils ont envie de te soutenir. Donc au final, t'as tout gagné. Quand tu arrives à... Parce que c'est important. Surtout si tu veux convertir derrière avec d'autres, avec du merchandising, avec d'autres idées de contenu, etc. Ou alors même quand tu t'affilies avec des marques ou quoi que ce soit, ton taux de conversion, etc. Quand tu as une communauté proche de toi, que tu as évidemment fait fleurir, hein, c'est le fruit du travail, de la personnalité et tout ça, attention, tu convertis beaucoup mieux. Et quand tu as une communauté, tu as tout gagné. Par rapport à une audience qui seulement est là et regarde ton contenu de temps en temps, qui va finir par se lasser, ou voilà, qui est juste de passage. Quand tu as une communauté qui est là, qui te suit, et quand tu vas leur dire, c'est bête, mais regarde dans le live d'hier, tu leur dis, voilà, allez suivre cette chaîne, etc. Ils font du bon boulot, je passe demain, etc. Tu vois qu'ils te suivent énormément et ils sont à fond avec toi, ils te font confiance. Et il y a des gros youtubeurs qui ont des 100 000, 300 000 abonnés, 1 million d'abonnés.
ils vont dire allez faire ci, voilà, faites ça pour moi ou je ne sais quoi, bah, ils auront un moins bon ratio que toi qui a beaucoup moins de monde. Donc, ouais, ça, c'est un truc hyper important sur YouTube. C'est un pari qu'on a avec Reiko sur le podcast qu'on fait avec toi. Et souvent, on en parle parce qu'il y a un truc qui est tellement bizarre. Il y a des youtubeurs, ils ont 300 000, 400 000 abonnés. Et voire même plus. Tu les invites dans notre podcast. Ils font moins de vues que des mecs qui en ont 4 fois, 5 fois moins. Et tu te dis, en fait, les abonnés, ça fait pas tout. Il y a vraiment l'attachement que tu as à ta communauté. Et spécifiquement, on en parlera probablement dans le prochain épisode. Je pense que toi, tu feras plus de vues sur ce podcast que pas mal de youtubeurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés qu'on a déjà fait. Parce que après, c'est pas qu'une question de personnalité. Hein. Attention, c'est juste que par rapport au contenu que tu fais, y a des personnes sur YouTube qui font du contenu où on les voit à peine, on regarde le contenu pour l'histoire qu'ils vont raconter, pas pour eux comment ils vont la raconter. Donc c'est pour ça aussi FrenchPL avec sa manière de raconter ses débriefs où il est beaucoup plus spontané. En plus tu fais les choses en freestyle, donc forcément tu les fais, ça sort de toi, c'est pas préparé en amont, ça sort de toi. C'est ta personnalité à toi qui fait sortir les trucs d'une manière à cœur, à chaud, etc. Et du coup forcément que quand t'es spontané et authentique, on a beaucoup plus de facilité à aimer ta personne, à te suivre pour ta personne, à s'identifier dans ta personne et à te suivre derrière dans tout ce que tu fais. Alors qu'il y en a qui font du contenu où c'est beaucoup plus, beaucoup plus large, c'est moins leur personnalité qui est mise en avant et du coup forcément les gens peuvent moins s'identifier même s'il y a beaucoup plus de monde qui les regarde. Mais c'est ce que tu disais, hein, la différence entre communauté et audience, c'est ça. Hein. Même les gens qui se montrent pas et tout, c'est ça, c'est que si on est là pour ton contenu, en vrai, chaque vidéo est un défi que tu vas sortir. Chaque vidéo doit répondre le sujet doit être intéressant et tout, etc. Bon, des fois, je peux sortir des vidéos peut-être qui sont moins intéressantes, mais en effet, j'ai une base de communauté qui va me suivre quand même. Alors que, ouais, ça fait toute la différence entre communauté et audience. Je trouve que les deux termes sont totalement pertinents. Et j'ai la chance d'avoir une communauté que j'ai bossé, du coup, sur ma première année, avec les fans de Chelsea. Mais ce que tu disais par rapport aux gens qui ont beaucoup d'abonnés, et peut-être pas de vues et tout, etc. Ça s'explique aussi, des fois, il y a des gens qui font des reconversions de leur chaîne. Il y a une chaîne qui se lance sur les débriefs de Chelsea, donc que YouTube m'a proposé il y a pas longtemps. Donc c'est un mec comme moi, qui fait des débriefs de Chelsea. Il a plus de 200 000 abonnés. Et là, forcément, il se lance sur des débriefs de Chelsea, il fait 1000, 2000 vues, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait, je suis parti sur sa chaîne, et en fait, il y a genre 5, 6, 7 ans, il faisait des vidéos qui avaient rien à voir. Où en fait il montrait son entraînement de foot et tout, comment il s'entraînait et tout, et il faisait des vidéos à 100K, 200K, etc. Donc ses abonnés viennent de là. Les gens sont pas forcément des abonnés depuis. Aujourd'hui, il a abandonné sa chaîne pendant 2-3 ans, il a rien fait. Là, il se lance d'un autre truc, et en fait c'est comme s'il redémarrait. Mais pour le coup, pour ceux qui font ça, je vous conseille de refaire une autre chaîne parce qu'en vérité, quand vous lancez une nouvelle chaîne, YouTube a tendance à propulser les premières vidéos, donc voilà. Mais en tout cas, ça s'explique aussi, ça peut s'expliquer par ça. Je vois exactement qui c'est, je suis déjà tombé sur ces vidéos. Il se donnait des conseils de foot, un truc comme ça, non? C'est pas ABC Comment faire foot, des choses. Oui, si. C'est un truc comme ça. Si, c'est un truc comme ça, ouais. C'est ça, je l'ai eu à un moment donné. Donc lui, là, il se lance sur les débriefs de Chelsea, et tu vois sa chaîne, le nombre d'abonnés, et tu vois les vues qu'il fait aujourd'hui, ça s'explique par ça. Ouais, c'est un conseil aussi par rapport à l'algorithme, parce qu'effectivement, même moi, par exemple, ou toi, ça aurait pu être le cas aussi, c'est vrai que par rapport à l'algorithme, des fois, il vaut mieux créer une nouvelle chaîne pour parler d'autre chose, plutôt que d'en parler sur ta chaîne. Ça peut peut-être, à certains moments, te faire plus de mal qu'autre chose. Après, bon, quand tu es régulier, avec le nombre de vidéos que tu fais, par exemple, ou moi aussi de mon côté, ça va, on peut laisser un petit peu ça sur la même chaîne. Mais c'est vrai que des fois, si tu veux t'éparpiller un petit peu, t'ouvrir à de nouvelles choses, il faut peut-être réfléchir à faire une autre chaîne à côté. Ça peut être plus pertinent par rapport à l'algo. Carrément. Quels sont tes objectifs à moyen long terme sur ta chaîne? Mes objectifs à moyen long terme, encore une fois... Où est-ce que tu te vois dans 2 ou 3 ans, là? En vrai, comme je dis, moi, je suis tellement spontané, je suis tellement dans le freestyle. Moi, par exemple, dans la vie perso, quand tu me demandes de planifier un truc 2 semaines je suis perdu. Je suis perdu. Tu dis le mois prochain on va là, on se fait un week-end là-bas. Je sais pas, je parle plus français. Je fais quoi? Force à ta femme. Hein. Moi, je n'arrive pas à prévoir les choses. Je n'arrive pas. Je suis vraiment au jour le jour. Ce qui fait que là, après, bien sûr, je suis quand même
à côté, je suis quand même ambitieux. Donc, moi, l'objectif là, d'ici la fin d'année, c'est d'être à 30K. On est en septembre. Je suis à 24 500. C'est un objectif qui est faisable, qui est atteignable et tout. Voilà. Si je l'atteins, je suis très content. Si je l'atteins pas, bah, c'est pas grave, tu vois. Mais c'est ça. C'est 30 000 K d'ici... 30K, pardon. Je fais des trucs bizarres. 30K d'ici la fin d'année. Mais voilà, après, dans 2-3 ans, je sais pas. Ça va vraiment dépendre de la vie perso. Comme on l'a dit, YouTube, ça prend beaucoup de temps. Ma fille, elle grandit. Niveau professionnel, je sais pas ce que je vais faire. Je sais même pas si je vais rester en France encore plusieurs années ou quoi. Donc tout ça, ça va dépendre de ça. Ouais, malheureusement, je peux pas répondre à cette question. Mais là, court terme, ouais, d'ici la fin de l'année, si on peut atteindre 30K, ça serait cool. Et c'est trop drôle parce que chaque youtubeur, et Rico et moi, on est dans le même cas. Il y en a quasiment aucun qui est sûr de vouloir rester en France sur les sur les prochaines années. Je sais qu'il allait rebondir sur ça. C'est fou, c'est un truc. Tu te dis bon, je peux gagner de l'argent partout dans le monde en faisant ce que je fais. Pourquoi je vais rester ici là où je me fais taxer dans tous les sens? Et entre autres. Tu peux partir quelque part en plus où il y a du soleil, des trucs comme ça, la météo. La vie tranquille. Attention, je suis pas en train de cracher sur notre pays. Genre, on a grandi là, on a grandi ici, etc. Mais avec un ratio ou une continuité où la vie elle devient de plus en plus compliquée ici, sur plusieurs aspects différents. Là, tu te rends compte déjà qu'il y en a plein qui sont par exemple, sur tous les intervenants qu'on a eu, on a déjà eu Alex de Castro qui est au Japon, on a Loguito qui est en Colombie, on a Esprit Dog qui est en Espagne. On sait que Willow il est en Pays-Bas. À Amsterdam. En Pays-Bas, ouais. Et il y a que Yanis, il aime bien son nord de la France, il va rester là-bas, tranquille. Il est en bas du bloc. Il veut pas bouger. Ah, il y a Riles aussi. On va m'enterrer ici. Riles qui est à Boston, il est toujours aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais c'est un trend qui continue. Après, on va tous nous détester. Le truc, c'est que déjà, si tu veux aller autre part, tu peux aller autre part en soi. Alors, si tu peux vivre de YouTube, bah tu peux aller autre part, le faire. Tu peux aller en Espagne, tu peux aller au Portugal. Il n'est même pas une question de financier. C'est juste, tu peux avoir une vie un peu plus agréable ou dans le sens où, par rapport à ce que t'aimes. Voilà, si tu as besoin de soleil, si tu aimes le soleil, alors tu peux aller dans le sud de la France, évidemment, mais tu peux aussi aller dans d'autres pays à l'étranger où il y a du soleil. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et après, si tu penses au financier, tu sais que si YouTube, tu as un plafond où tu gagnes à peu près entre 500 et 1000 euros et que tu as envie de vivre de ça et d'arrêter à côté de travailler pour te mettre à 100% par exemple sur YouTube ou bien pour être beaucoup plus disponible pour ta famille, pour ta fille par exemple, tu vois, tu te dis, ouais, dans d'autres pays, je pourrais vivre facilement avec cet argent-là. Pourquoi pas, tu vois, c'est des choix aussi qui s'offrent à toi par rapport à ce que tu fais. Qui forcément te font réfléchir à quitter la France. C'est pas uniquement la fiscalité, etc. Même si évidemment ça fait partie des questions. C'est ce que je voulais dire parce que après les gens ils vont me dire ouais t'as grandi ici, t'as eu l'école, mais c'est pas que vraiment la fiscalité que je voulais dire. C'est exactement ça. Là au jour J, moi je peux partir vivre en Algérie ou au Maroc et faire que YouTube. Et ça je peux pas le faire en France pour l'instant. Et je peux pas le faire en France, je pense, pour encore quelques années, à part si j'ai plus de sponsors, etc. Mais là, demain, si je veux, je vais vivre là-bas. En fait, j'ai plus mon 37 heures à côté. Si j'ai des gosses, comme t'as dit, je passe ma journée avec mes gosses, je fais mes vidéos le soir. Exceptionnel. Mais de toute façon, moi, personnellement, c'est même au-delà de ça. De toute façon, on le voit, les gens, les boulots, les jobs qui sont digitaux, etc., dans le monde digital, les gens, ils restent pas en France. Mais c'est même pas que les youtubeurs ou quoi. C'est beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ne sont pas obligés de rester en France pour travailler, quittent la France. C'est normal. Moi, déjà, il y a cette raison-là. Même ceux qui sont en full télétravail, d'ailleurs. Voilà. Il y en a plein qui vivent à l'étranger. Le télétravail aussi énormément, le télétravail a énormément développé ça, c'est clair. Mais moi, c'est même pour des raisons perso, le climat en France, tout, etc. Moi, je suis musulman et tout, etc. Pour plein d'autres raisons, la France me gave. Mais c'est sûr que, le fait qu'il y ait YouTube, tu te dis, bon, peut-être que, en plus, si je suis pas obligé professionnellement de rester en France, il y a plus de raison de rester en France, en fait. Donc, à voir. Ok. Est-ce que t'es également le dernier de la classe en ce qui concerne les partenariats? Parce que là, on vient d'en parler justement du fait de pouvoir vivre de YouTube. On sait tous, et j'en parlais avec Rico encore il y a quelques jours, on est tous en train de courir derrière les vues,
alors qu'on sait que pour vivre de YouTube, ce sera jamais les vues, à part. Je pense qu'ils l'ont compris. Hein. Je pense qu'ils l'ont compris de toute façon. Hein. Quand il a dit 10 000 vues, j'ai entre 15 et 25 euros. Ouais, je pense qu'ils ont dit quoi je pense qu'ils ont dit bon, on va peut-être pas se lancer. Hein, on va aller faire de la musique. Exactement. On sait tous que les vues, ça rapporte rien. Néanmoins, on voit quasiment tous les youtubeurs, ils se butent à faire le plus de vidéos possible pour gratter 15-20 euros par-ci. Alors qu'avec un partenariat, tu vas chercher une marque qui te soutient, bah, du coup, ça peut te faire limite ce qui te donne tout l'argent qu'en un mois avec eux, tu prends tout ce que YouTube te donne en une année. Donc, vu ton sourire, j'imagine déjà la réponse à la question, mais on va te laisser répondre. Frère, ma réponse, c'est que je suis même pas dans la classe. Ça y est, je suis parti, j'ai séché les cours. J'ai séché les cours, gros. Non, moi, catastrophique. Moi, c'est catastrophique. Et déjà, je suis limité, donc de par ma religion, tout ce qui est paris sportif et tout, je vais pas les faire, tu vois. Ouais. J'ai aussi une petite question d'éthique où tout ce qui est contrefaçon de maillot, je le fais de temps en temps, mais tu peux pas te baser sur un truc régulier sur ça. Tu le fais ponctuellement quand t'as envie de faire kiffer tes abonnés, leur faire gagner des maillots sans mettre trop de sous. Généralement, tu les payes pas parce que les mecs sont contents d'avoir de la visibilité et tout. Donc, tu peux avoir 3 maillots gratos et tu les fais gagner. Donc ça, c'est plus pour ma commu. Et d'ailleurs, au début, la première année, j'ai fait gagner 6 maillots de foot. Pour te dire à quel point ma commu, je les ai fait kiffer dès le début, tu vois. Et donc ça, c'est un moyen aussi de les faire kiffer. Mais ouais, non, moi, c'est vrai que les partenariats, c'est très, très, très compliqué. Mais j'ai eu 2-3 touches, c'est pas allé au bout parce que en plus de ça, tu sais, le mec en plus c'est un taré. Hein. En plus de pas être bon, je suis exigeant. mais je suis complètement zinzin. Ah mais et moi je suis un fou les gars. Genre il y a vraiment 2-3 marques qui m'ont approché, donc hors paris sportif parce que le paris sportif j'ai des mails toutes les semaines. Mais hors paris sportif et vente de maillots, j'ai dû avoir 3 grosses approches. Les 3 ont foiré parce que j'ai demandé trop. Donc à un moment donné, voilà, mais j'estimais que ce que je demandais c'était... T'as raison, t'as 100% raison. Donc c'est vrai que moi si j'avais baissé un petit peu mes exigences, finalement j'aurais fait et j'aurais pris un billet, mais je regrette rien parce que de toute façon moi je cours pas après l'argent dans tous les cas, mais voilà, je suis pas bon dans ça, mais ce que t'as dit c'est très très vrai. En 1 ou 2 partenariats, tu peux gagner ce que YouTube va te donner en 1 an, et ça c'est une dinguerie. Mais c'est pour ça que les partenaires le savent, et c'est pour ça qu'ils essayent de t'avoir toujours au rabais, etc. Et c'est du coup pour ça encore que je suis d'accord avec toi. Il faut s'estimer. Alors, c'est pas évident de s'estimer à sa juste valeur parce que souvent les chiffres c'est un peu abstrait pour nous et justement encore plus bénéfique d'avoir un groupe avec qui tu peux discuter parce que du coup tu commences à savoir un peu les prix qui se pratiquent, ce que tu peux demander, etc. Sinon tu te fais avoir. Et ouais, il faut surtout pas regretter de s'estimer à sa juste valeur, quitte à passer à côté d'un ou deux partenaires. Mais derrière, ça va revenir. Et le truc, c'est que à un moment donné, ils savent comment nous avoir, ils savent qu'on connaît pas trop les prix, etc. Et du coup, c'est trop facile pour eux. Et malheureusement, c'est nous qui sommes perdants. Et encore une fois, par exemple, tu vois, on parlait de Loguito tout à l'heure. Lui, il vit en Colombie. Donc, par exemple, 200 euros, il peut accepter pour peu importe, un placement, il peut accepter 200 euros. Mais toi, c'est pas pareil. 200 euros, lui, par rapport au salaire moyen en Colombie, c'est génial. Mais pour toi, en France, si tu veux vivre de ça, t'aspires à vivre de ça, ou si tu vis de ça tout simplement, tu peux pas te contenter de 200 euros. Donc, encore une fois, il y a des échelles différentes, mais ils savent sur quelle corde jouer et c'est important, au-delà de l'aspect financier, surtout, personnellement, de s'estimer à sa juste valeur et de se tenir à ça parce que, ouais, je suis pas fan de... Peut-être c'est une mauvaise phrase, mais de baisser sa culotte, quoi. Ouais, c'est vrai. Pas fan non plus. Mais au final, t'as évoqué avoir eu des difficultés à gérer l'équilibre vie perso YouTube. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'au final, t'as réussi à trouver une solution? Est-ce que t'arrives? Parce que moi, personnellement, j'avoue avoir beaucoup d'anxiété avec tout ça parce que je suis toujours en train de courir à gauche-droite. T'as l'impression... Quand tu restes avec ta famille, t'as l'impression que ta chaîne YouTube, elle est en train de mourir. Après, quand tu vas sur YouTube, tu vois ta femme, elle te fait des gros yeux, des trucs comme ça. Toi, en plus, t'as ta fille à côté, tu te dis, ma fille, elle est en train de grandir. Tu te dis, mais en même temps, si je fais pas ça, en fait, je fais ça pour rien. Ça fait 3 ans que je le fais. Et si j'arrête maintenant, en fait, j'aurais fait tout ça pour rien. Tout le temps que j'ai perdu, je l'aurais encore perdu 2 fois plus parce que ça aura été pour rien. Est-ce que toi, t'arrives à un stade où t'arrives à bien vivre et bien mélanger ces deux mondes? Mais ce que tu as dit, c'est vrai, hein, l'angoisse totale de se dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est pour rien. Ouah, l'angoisse de ouf, j'avoue.
tout le temps qu'on met dans YouTube, si demain je dois arrêter ou si demain ma chaîne est strikée ou quoi, ouais, ce serait une dinguerie. Mais pour répondre à ta question, pas forcément, pas encore. Je dors moins, forcément, je dors beaucoup moins. Parce que des fois, on bosse des vidéos jusqu'à 1h du mat, le lendemain, on doit se lever à 9h pour aller bosser et tout. Donc voilà, c'est pas simple. Tu rentres du taf et tout. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps. Moi, en plus, à côté de ça, encore une fois, moi, je suis un zinzin. Quand je parle de moi, quand je vais regarder la vidéo, je vais dire, mais ce mec est fou. Moi, en plus de ça, donc le dimanche, le jour où tu peux te poser tranquillement, regarder la PL, être avec ta famille, nanani, nanana. Non, bah moi en fait je suis arbitre le dimanche. Voilà. Donc je sors tous les jours de chez moi. Tous les jours je sors de chez moi pour aller chercher voilà. À part mon taf, sinon c'est pas hyper rentable, tu vois. Arbitre ça paye mais vite fait, tu vois. YouTube ça paye mais vite fait aussi. Donc beaucoup de temps, pas beaucoup de revenus. Moi vous avez compris, je suis quelqu'un qui vit par la passion, mais tant que ça reste connecté au foot, je kiffe donc je fais. Par contre forcément ma femme qui n'est pas passionnée par le foot, elle vit pas la chose de la même façon, donc c'est compliqué évidemment. Franchement, ça crée des clashs et tout, hein, c'est inévitable. Mais ouais, je reste accroché à ça pour l'instant parce que je kiffe. Et je pense que la solution c'est de faire comprendre à la personne avec qui on est qu'on aime ce qu'on fait et que quand on fait quelque chose qu'on aime, on est épanoui et que si on se sent soutenu dans ça, enfin je pense que la personne gagnera plus à nous soutenir dans ça plutôt qu'à nous faire la guerre parce qu'on fait pas ça pour provoquer la personne, pour la faire chier, pour truc, non, on fait ça parce qu'on kiffe. Et je trouve que c'est dans ce monde, d'autant plus quand on voit le nombre de gens qui sont à l'usine, qui truc, tous les jours ils se lèvent, ça les saoule ce qu'ils font. Nous, on peut faire des trucs chez nous, on allume la caméra, on kiffe ce qu'on fait. Je pense qu'avoir quelqu'un qui a une activité passionnante pour elle, c'est aussi important de l'entretenir et tout. Là, je passe en psychologue de couple, hein, désolé. Hein. Non, mais c'est très bien. Je trouve que tu as totalement raison là-dessus, dans le sens où, au final, la personne qui va te soutenir et comprendre ça, elle a plus à y gagner. Parce que, certes, tu vas lui donner moins de temps parce que tu es pris par tous ces trucs-là, mais le temps que tu vas lui donner, comme tu es bien dans ta vie, tu es épanoui, le temps que tu vas lui donner, ça va être du temps de qualité. Alors que si tu fais un métier que tu n'aimes pas, à côté, ta passion, tu peux pas la faire parce que ça prend trop de temps, bah, du coup, tu es aigri, tu pas bien, et certes, tu as plus de temps, mais au final, bah, ce temps-là, tu vas pas être bien dans ta tête, et du coup, ça va se ressentir aussi sur elle. Donc, finalement, elle a plus à y gagner. Franchement, on est bons, les gars. Je vous jure, on est bons. Ah, mais je sais pas, ça c'est ce que vous dites, ça marche quand YouTube te rend heureux entre guillemets. Mais on sait très bien que la plupart du temps tu dis mais cet algorithme à la Bible là, et qu'est-ce qu'il raconte, et genre tu rentres, tu fais la gueule. Tu dis bah je comprends pas, t'as passé ta journée sur le truc que t'es censé kiffer, tu rentres, tu fais la gueule. Mais après, en fait, je suis pas dans cet extrême. Personnellement, je suis pas dans cet extrême. Et je sais comment t'es Nix par rapport à YouTube. Tu prends ça très au sérieux. On le prend tous au sérieux. Mais moi, je suis pas à ce point-là. C'est vrai que ça m'a très rarement là en 2 ans et 1 mois que j'ai lancé YouTube. Ça m'est très rarement arrivé d'être vraiment aigri par rapport au stade d'une vidéo. Même quand je le suis, je passe vite à autre chose et tout, et je me dis bon vas-y, voilà quoi. Mais après oui, c'est vrai que si ça te rend aigri, bah là tout le monde est perdant, c'est sûr. Non mais c'est même pas sur les stats. Après moi c'est plus spécifique parce que là par exemple toi t'es tout seul sur ta chaîne. Parce qu'il y a le média, ouais. Il y a le moi média, c'est un média, ça veut dire tout. que j'ai des gens à gérer. Ouais. Et souvent, tu rentres chez toi, t'as envie de les gifler, je sais pas. Tu dis mais on essaie d'avancer, il y en a qui veulent pas avancer au même rythme que toi, donc du coup toi-même t'es frustré parce que tu dis moi je donne tout, il y en a ils donnent même pas 10%, même Reiko on parlait encore hier, t'arrives pas. Il y a 2-3 jours, il était vénère un soir, il dit bon vas-y je parle pas, je vais aller dormir, c'est mieux, on verra demain. C'est pas, je me réveille le lendemain, il a mis un pavé comme ça, il les a détruits. J'étais mort. Wow, gros, non, ça me tue. Mais c'est vrai que pour le coup, le délire collectif, travail en groupe, ça n'a rien à voir avec être seul. Donc, je peux pas comprendre en effet ce que tu vis par rapport à ça. Mais ah ouais, non, ça peut être très frustrant. Je suis d'accord. Et après, il y a le choix aussi. Moi, j'ai fait le choix de pas avoir de femme pour l'instant. J'ai mis ça de côté. C'est un très bon choix. Sans vouloir envoyer des scuds à ma femme, je ne regrette pas du tout. Je dis juste que gestion de timing, c'est très bien et j'encourage les gens à faire ça en fait.
vaut mieux bosser ce que t'as et avancer dessus, et arriver au stade où tu veux, et après le truc, c'est que je sais que j'ai beaucoup de temps à mettre là-dedans et que je veux mettre beaucoup de temps dedans. Donc, ça m'en laisse peu à côté. Et si tu comptes après ta famille, tes amis, les loisirs, le sport et tout, il te reste plus beaucoup de temps pour donner du temps justement à une femme, à quelqu'un avec qui, parce que voilà, ça prend du temps aussi. Même toi, tu as envie personnellement de lui donner aussi beaucoup de temps, parce que si tu l'aimes, c'est que tu as envie quand même de passer des moments avec. Donc, ouais, j'ai fait ce choix pour le moment et c'est pas que j'encourage tout le monde à le faire, mais je pense que si ton temps est un petit peu compté, il y a des moments où il faut prioriser certaines choses, donc ça peut être une solution. Mais c'est ça, c'est que par exemple, sur ton cas personnel, je pense que tu seras plus impactant à faire ça pendant 2 ans et te consacrer dessus, et après, par exemple, te mettre avec quelqu'un, plutôt que pendant ces 2 années-là, tu es avec quelqu'un. Je pense que sur la ligne d'arrivée, au final, tu seras beaucoup moins loin. Par exemple, toi, tu peux rester le soir à bosser des vidéos, les travailler jusqu'à 2h du matin et tout, sans qu'il y ait forcément de soucis. Donc, c'est des choses à réfléchir, parce qu'en même temps, il y a le temps qui passe. Après, si ça se trouve, on se retrouve à 35 ans tout seul, etc. Et puis après, ça devient compliqué. Mais faut réfléchir, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est tout. C'est comme avoir un taf et être à 100%. Hein. Forcément, ça te laisse être plus efficient et avoir plus de temps, être plus productif. Donc ça change tout. Hein. L'année où tu es au chômage, pendant 1 an, full vidéo, ça développe. Hein. C'est clair. Ouais, sur ce, French PL, c'est quoi ton secret qui fait que tu es arrivé à près de 25 000 abonnés sur YouTube en pas très longtemps? Exactement pareil, je me fais démolir parce que j'ai trop de notifs, t'as même plus envie d'ouvrir et tu réponds pas à tes potes. C'est une dinguerie de fou. Donc ça, c'est un truc qu'on n'a pas trop développé dans la vidéo, mais il y a la communauté, mais derrière il y a aussi les côtés négatifs d'avoir une communauté et de devoir développer une communauté sur les réseaux. Tu dois donc t'exprimer régulièrement, être courtois, les interactions, alors que t'as pas mal de débiles et tout, etc. Ça, c'est hyper compliqué. Moi, je sais que il y a des gens, des fois je lis des tweets. Moi sur Twitter, je suis assez actif et ça se passe plutôt mitigé parce que je m'exprime, tu vois. Il y a le clubisme et tout, donc déjà ça c'est mal reçu. Quand t'es identifié fan de Chelsea, tu parles d'autres clubs, il y a des gens qui vont être juste bêtes parce que de toute façon Chelsea c'est les meilleurs. Si je dis qu'un autre joueur est bon, non, notre joueur c'est le meilleur, tout, donc ça voilà. Si je complimente d'autres joueurs, d'autres trucs, ça le fait pas. Il y a des gens qui sont débiles, qui dès qu'ils sont pas d'accord avec toi vont t'insulter. Mais derrière, tu gères une communauté. Il y a des gens qui te voient. Donc, tu peux pas répondre, va te faire fou. Tu peux pas dire des trucs de fou. Donc, moi, ma solution, déjà, c'est bloquer. Ça, c'est bloquer. Et là, on tourne ça. Vous savez tous que le bloquer sur Twitter, ça va peut-être évoluer. Donc, peut-être que je vais déserter ce réseau parce que si on peut pas bloquer, pour moi, la toxicité va être trop présente sur ce réseau. Mais ouais, il y a beaucoup de côtés négatifs dans le fait de développer une communauté. Et les interactions avec beaucoup de gens sur les réseaux, c'est compliqué. Mais en tout cas, moi, ma communauté, ça reste un des points forts de ma chaîne. Répondre à tous les commentaires pendant 1 an, c'est bonjour merci le chômage, quoi. Merci le chômage. Moi, t'as arrêté ça parce que moi j'ai arrêté. 10K. J'ai fait ça jusqu'à 10K et à 10K, j'ai mis un post communauté sur YouTube. J'ai mis voilà, ça fait 1 an que je suis sur YouTube. Vous savez tous que je réponds à 99% des commentaires depuis 1 an. Mais là, je commence à faire trop de vidéos, il y a trop de vues, trop de commentaires, trop de trucs, je peux plus le tenir. Donc j'ai prévenu mes abonnés que à partir de maintenant, je répondrai plus à tous les commentaires. Ouais, c'est vrai que moi j'ai pas prévenu, mais il y a peut-être 2 mois j'ai arrêté parce que c'est plus possible. C'est trop. En plus, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des commentaires, tu sais pas quoi répondre. Tu sais, des commentaires, c'est bien et tout, mais même des positifs et des négatifs. Hein. Il y en a, ils t'envoient des longs romans négatifs, donc t'as pas envie de prendre 10 minutes à te prendre la tête, à réfléchir et à répondre à quelqu'un qui de toute façon n'est pas d'accord avec toi et vous serez jamais d'accord. Il y a des gens, ils te font un long roman où c'est très positif, ils disent plein de compliments et tout, etc. Ok, t'as envie de dire merci et tout, mais tu vas répondre 3 lignes à un long commentaire, donc c'est un peu gênant aussi. Tu te dis, t'as le mec qui te donne beaucoup de force, mais toi, à part dire merci beaucoup, franchement c'est hyper gentil, ça y est, t'as fait 2 lignes, mais t'as fini ton commentaire, quoi. Donc c'est aussi un peu bizarre. Donc ouais, c'est des interactions avec les abonnés et tout, c'est complexe. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir des membres sur la chaîne. Depuis 6 mois là, depuis 6 mois, 1 an, je me stabilise. J'ai jamais eu moins de 25 membres. Je suis hyper fier de ça. Je suis hyper fier. Depuis plus d'1 an, il y a 25 mecs tous les mois me donnent de l'argent pour ma chaîne YouTube. Après, j'ai fait le choix de mettre des sommes ridicules aussi. Hein. C'est 1, 2 et 3 euros mes paliers. Parce que justement, je voulais ouvrir ça au plus de gens possible. Parce que, comme je l'ai dit, je cours pas après l'argent. C'est plus la symbolique, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui veut me soutenir financièrement pour ma chaîne. Ça, je trouve ça incroyable. J'ai pas besoin qu'il me donne 5-10 euros, juste 1 euro. La symbolique pour moi est belle, tu vois.
Mais ça, pareil, du coup, ça fait que les gens sont fidèles. Enfin, voilà, j'ai développé ma commu. C'est très positif sur YouTube. Ça l'est moins sur Twitter, surtout Twitter. Mais c'est un arc important, je pense, de ma chaîne YouTube. Ok. Et où est-ce qu'on peut te trouver, FrenchPL, sur tous tes réseaux? Vas-y, c'est le moment pub. Ouais, rapidement, hein, Twitter, comme j'ai dit, mais bon, peut-être que dans un peu de temps, j'y serai plus. Instagram. Là, j'ai embauché un gars qui me fait un frérot, je lui passe le Salem, qui me fait des formats courts. Donc, il me fait des vidéos format court. Donc, je développe un peu plus les Reels sur Instagram et le TikTok. Si je déserte Twitter, je pense que je donnerai plus de temps à TikTok. Je développerai plus ce réseau-là. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner parce que potentiellement, ça peut que se développer. Instagram, voilà, Instagram c'est pour le fun. Hein. C'est pour mes stories surtout. Des fois, je donne des infos un peu en exclu et tout. Mais principalement Twitter, Insta, TikTok, YouTube. Ok. Et le truc, c'est qu'il y a aussi, là, on parlait d'Insta et tout, mais tu n'en as pas parlé, des lives, tout ça, le fait que, tu sais, si tu as aussi beaucoup de membres aussi proches et tout, c'est parce que tu faisais pas mal de lives, tu en as fait encore un hier, tu es quand même assez proche d'eux, tu répondais à tous les commentaires, il y a Insta, tu avais fait des vlogs aussi, où ils te voient un petit peu au quotidien, au bridge, tout ça, donc mine de rien, ouais, il y a une vraie communauté qui s'est créée, et on la crée pas comme ça. Mais l'idée de montrer un petit peu tout ça, d'être spontané, et tout ça, ça te permet d'être proche. Et quand tu donnes de ton temps pour eux, ils le savent, ils le voient et ils te le rendent. Donc, c'est des choses à penser. Faut pas faire semblant. Faut pas être là. Moi, je suis quelqu'un. J'aime bien quand tu me donnes de l'amour, j'aime bien le rendre. Et dès le début, quand je dis la première année, j'ai fait gagner 6 maillots. Le vlog, les trucs, etc. Vraiment, faut pas faire semblant. Si t'aimes les gens et que t'aimes le montrer, les gens ils vont kiffer, tu vois. Et je peux témoigner, j'en ai un à la maison. Ouais, c'est Koulibaly que j'avais gagné. Il est où, frère? Ah, il est dans le tiroir là, juste là. Ouais, non, moi je l'ai sorti, moi. Bah, je vais peut-être pas le mettre derrière, je vais prendre des balles après. La main de Koulibaly qui a signé. Déjà que t'es bravo l'OM, ça suffit déjà. Tu vas pas mettre la main de Chelsea Koulibaly. Bon, likez, abonnez-vous à Créateur de Succès pour ne pas rater les prochains épisodes parce qu'il va y en avoir des prochains et si vous les ratez, vous allez être déçus parce qu'il y aura encore plus de valeur, parce qu'on va encore vous donner de plus en plus de valeur. Si t'as aimé cet épisode, t'aimeras aussi ceux avec l'immigré parisien ou encore avec Riles qui ont atteint des millions d'abonnés en parlant de leur passion pour le foot. Et si toi aussi tu veux devenir youtubeur, on t'accompagne sur créateurdesuccès.com où tu peux rejoindre le YouTuber Club où plusieurs youtubeurs s'entraident à faire grandir leur chaîne.